Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie comme toujours de vous retrouver encore une fois pour un nouveau sujet, toujours plus intéressant les uns que les autres sur le Salon des maires. On va parler du patrimoine bâti qui est un enjeu essentiel pour les collectivités locales, mais pas que, cela concerne également les habitants et les élus locaux. Alors comment sont impliqués ces divers acteurs et quels sont les moyens mis en œuvre pour préserver ce patrimoine? On en parle avec nos deux invités autour de la table. Sabine Drexler, sénatrice du Haut-Rhin. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Et à vos côtés, Éric Ledeva de la CAPEB. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer, honneur aux femmes, par Madame la sénatrice pour cette première question. Vous êtes très engagée sur les enjeux de préservation du patrimoine bâti, qui est une préoccupation des habitants et des élus locaux. De quel levier efficace disposent actuellement les collectivités territoriales pour la conservation de leur patrimoine et quels sont ceux qui devraient être développés selon vous? On pense notamment à l'enjeu de la défense de la qualité architecturale des territoires. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir ici pour évoquer un sujet qui me tient à cœur. Un sujet, je pense, qui est essentiel et qui relève actuellement d'une certaine urgence. Alors oui, effectivement, les collectivités territoriales disposent d'un certain nombre d'outils. Pourtant, on va dire, ce sont des outils qui sont utilisés de manière très variable suivant les territoires. Alors tout d'abord, vous avez l'accompagnement en ingénierie pour les collectivités territoriales avec des CAUE sur le terrain, des ABF, les architectes des parcs, par exemple, qui peuvent accompagner les communes en termes de conseils. Les communes peuvent également mettre en place un certain nombre de protections, des protections au titre des monuments historiques ou alors des protections dans les documents d'urbanisme, les PLE par exemple. Elles peuvent également créer des sites patrimoniaux remarquables qui confèrent de bonnes protections aux bâtis ou alors des règlements locaux d'urbanisme. Ensuite, les collectivités territoriales peuvent également bénéficier d'un certain nombre d'aides financières. Alors, vous avez les aides de l'État, évidemment, pour les bâtiments inscrits ou classés, et les aides des départements ou des régions qui sont très variables selon les territoires et selon en fait les possibilités des collectivités. Également des mises en place de contrats de territoire où vous avez une fédération d'acteurs qui peuvent accompagner les collectivités et l'une peut servir de levier à l'autre. C'est un bon moyen en fait de trouver des financements et évidemment également l'accompagnement par la Fondation du patrimoine. Et ensuite, vous avez tout ce qui est mobilisation citoyenne, la création d'associations de sauvegarde, des sociétés d'histoire, le mécénat, également, on va dire, tout ce qui relève de la participation citoyenne en tant que telle. L'idée, c'est vraiment que les citoyens s'approprient ce patrimoine pour qu'ils puissent eux-mêmes en prendre soin. Malheureusement, aujourd'hui, ces outils, on s'en rend compte, ne suffisent pas parce qu'il y a un vrai péril sur le patrimoine bâti, notamment à cause de la loi Climat et Résilience qui a été votée en 2021 et qui met en péril le patrimoine bâti en raison notamment d'un DPE, d'un diagnostic de performance énergétique qui est devenu obligatoire et opposable, également à cause du ZAN, en fait, qui va provoquer une démolition, on s'en rend compte dans certains territoires, du bâti ancien pour construire du bâti neuf. Donc effectivement, je crois qu'il faut vraiment aller plus loin aujourd'hui pour protéger ce bâti. Et nous, élus, en fait, nous nous mobilisons en ce sens. Merci Madame la sénatrice. Éric Ledeva, la préservation du patrimoine fait appel à de nombreux métiers. Comment favoriser la sauvegarde et la transmission de tous ces savoir-faire spécialisés? Alors tout d'abord, je rappellerai la définition que nous, on a choisi de retenir à la CAPEB sur le patrimoine, c'est-à-dire qu'on couvre un spectre large, depuis le patrimoine emblématique qu'on va trouver dans nos communes, évidemment on va penser aux églises, les manoirs, les châteaux, mais jusqu'au patrimoine vernaculaire et petit patrimoine, c'est-à-dire des choses comme des lavoirs, des croix de chemin, des calvaires, etc. Donc nous on a choisi de traiter l'ensemble de ce patrimoine-là par rapport à ce qui correspond également évidemment à notre réseau d'artisans qui couvre l'ensemble du territoire et qui disposent, en fonction de là où ils sont, justement d'un patrimoine plus ou moins
plus ou moins riche et plus ou moins intéressant de ce point de vue-là. Après, pour les savoir-faire, il faut quand même, souvent on associe savoir-faire et artisan sur le geste. Donc c'est une partie de nos savoir-faire, mais je crois qu'il faut quand même aller au-delà de ça. L'artisan a aussi la connaissance du matériau utilisé, des matériaux locaux ou pas toujours. Des fois, les matériaux avaient une provenance quand même un peu plus éloignée, mais également les modes constructifs. Donc c'est vraiment un ensemble qui nous permet, en tant que spécialiste des travaux de restauration, d'avoir une vision, je dirais, d'avoir le sens de l'observation sur le bâti existant et la compréhension de ce bâti qui nous permet d'établir un diagnostic qu'on partage avec les différents porteurs du projet. Ça peut être des architectes ou des bureaux d'études et bien évidemment le maître d'ouvrage qui est souvent très impliqué dans notamment les collectivités publiques connaissent leurs ouvrages et quand elles ne le connaissent pas au sein même, je dirais, des conseils municipaux, il y a toujours quelqu'un dans la commune qui a l'histoire du bâti et qui se transmet quand même relativement bien. Donc ça, ces savoir-faire-là, je pense qu'il faut vraiment prendre dans la globalité qui permet de réaliser des travaux. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment on les utilise, quoi. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir-faire pour des savoir-faire. Il faut que ça réponde aux besoins du marché, ça c'est clair. Alors quand c'est du bâti, du patrimoine emblématique, c'est souvent plutôt sur la version de travail à l'identique, on remet le bâtiment à l'identique, mais aujourd'hui on ouvre des perspectives, et c'est donc ce dont vous parliez, sur le bâtiment qui lui doit vraiment tenir compte des usagers, des nouveaux usagers et de nouveaux usages. Et donc ça c'est vraiment un travail sur lequel on va mettre l'accent à la CAPEB pour mettre en corrélation ces savoir-faire et je dirais l'avenir du patrimoine. Merci. Cet enjeu de la sauvegarde des savoir-faire est-il également une préoccupation pour vous, Madame la sénatrice ? Alors absolument. Vous savez, j'ai été enseignante et pour moi, en fait, ces métiers de la main, ces métiers de l'artisanat, ces gestes du patrimoine relèvent vraiment de l'excellence. Et dans le cadre de ma profession, je me suis rendu compte que des jeunes se révélaient des talents dans ces métiers-là. Donc pour moi, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument porter, chacun de la place où nous sommes. Et vous savez, je fais un constat. Je suis sénatrice, mais je suis également conseillère d'Alsace, donc élue de la collectivité européenne d'Alsace en charge du patrimoine, où nous avons une belle politique pour inciter à la fois les particuliers et les collectivités à rénover leurs bâtis anciens. Et je me rends compte qu'en fait, les gens se saisissent de cette politique, mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons plus assez d'artisans auxquels ils peuvent faire appel. Alors, on nous le fait remarquer souvent. Ouais. Alors, peut-être que les artisans sont là, mais pas suffisamment identifiés. Donc, nous, on a un signe de qualité, le CIP Patrimoine, qui nous permet d'être identifiés sur ce secteur-là. Après, c'est vrai que c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Je pense que les artisans ont parfois l'impression qu'ils sont suffisamment connus sur leur propre territoire pour pas forcément aller montrer ces compétences particulières dont ils disposent. Il faut aussi être honnête, le marché a été quand même extrêmement actif depuis quelques années et forcément c'était peut-être un peu difficile de répondre à toute la demande. Et il aurait fallu développer à ce moment-là les compétences qui s'est certainement fait mais peut-être pas suffisamment. Et en tout cas j'entends, on continuera à travailler dans le sens de la reconnaissance de nos compétences particulières. Alors à mon petit niveau d'élu local, j'organise chaque année dans ma commune un forum des métiers pour justement faire connaître ces métiers, ces beaux métiers. Très bien. Voilà, et donc nous avons tous les collégiens du secteur qui viennent, qui voient les artisans sur site, des artisans travailler, montrer la beauté de ces métiers et en fait nous arrivons à emmener des jeunes avec nous. Mais c'est vrai en plus ce que vous dites sur les jeunes, parce que quand on est au collège, on n'est pas forcément au courant de tous ces métiers, de toutes les perspectives, les opportunités qu'il y a dans les métiers de service, dans les métiers de l'artisanat. On va être dans des filières classiques et on n'a pas forcément toutes ces présentations. Je pense qu'effectivement, d'être à la source, c'est ça qui fera qu'il y aura de plus en plus d'artisans pour aller vers ces métiers. J'aimerais revenir sur ce patrimoine, justement sur cette préservation. Est-ce que, Madame la sénatrice, préserver le patrimoine, ce n'est pas aussi mieux le valoriser pour redynamiser les villes et l'adapter surtout aux besoins des habitants, aux besoins locaux? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut absolument pouvoir convaincre nos maires que mettre de l'argent dans la sauvegarde du patrimoine, quelque part, c'est de l'investissement et qu'il y aura tôt ou tard un retour sur investissement.
Alors on sait qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, on va dire, de préserver le patrimoine, des raisons, on va dire, de qualité de vie, de valorisation immobilière de quartiers anciens, de cohésion sociale, d'implication citoyenne, mobiliser les habitants autour de la préservation de ce bâti. Également des raisons économiques, de savoir-faire locaux, des métiers, des enjeux d'attractivité. En Alsace, par exemple, en 2023, on sait que les touristes qui sont venus pour notre patrimoine ont laissé en Alsace 1,6 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Donc je pense qu'il faut absolument pouvoir montrer aux élus des projets inspirants qui montrent finalement ce qu'on a réussi à faire du bâti ancien, comment on a réussi à convertir ce bâti à des usages d'aujourd'hui, à des modes de vie d'aujourd'hui. Merci Madame la sénatrice. Éric Ledéeva, j'aimerais qu'on parle avec vous des enjeux en lien avec la rénovation énergétique. Extrêmement important, on en a parlé, on a eu une table ronde sur ce sujet, on en parle parce que c'est un sujet d'actualité. Ça concerne directement le bâti ancien qu'on continue d'habiter sur cette rénovation énergétique. Quelle est la position de la CAPEB sur ce lien entre le patrimoine et les travaux de rénovation énergétique ? Alors ça c'est un sujet qu'on partage ensemble, on ne va pas parler tout de suite du DPE, vous en parlerez si vous voulez ensuite, mais c'est évident que de toute façon, que ce soit du bâti ancien ou du bâti récent, enfin de la construction, on est soumis aux mêmes obligations, au moins d'un point de vue sociétal, de dire il faut que le confort soit là, il faut à moindre coût, puisqu'en fait c'est ça la rénovation énergétique, c'est apporter le confort avec un coût acceptable pour les ménages, pour les usagers ou pour les collectivités. Donc bien sûr qu'on travaille là-dessus. Sur le patrimoine, on a de l'existant, donc il faut l'utiliser, il faut le comprendre pour faire les travaux qui correspondent le mieux aux exigences d'aujourd'hui. Et pour ça, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur notamment le lien qu'on peut faire entre le bâti existant et les matériaux qu'on appelle biosourcés, qui sont une des réponses qu'on peut apporter, qu'on doit apporter le plus souvent possible et arriver à leur donner aussi une réalité économique. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille également, que ce ne soit plus considéré comme un cheminement, un petit peu un coût qui pourrait empêcher les travaux, quoi. Mais... C'est vrai que ce soit finalement une obligation d'utiliser ce genre de matériaux. Vous vouliez faire passer, alors je sais pas si faire passer une loi, faire passer quelque chose. Est-ce qu'on va vraiment vers pas une contrainte, mais une orientation très précise sur l'utilisation de ces matériaux. C'est en lien aussi avec toute cette transition énergétique. Moi, je crois que si on peut essayer d'embarquer les gens avec du volontariat, ça sera toujours plus souhaitable. Les impliquer. Ouais. Et nous, de notre côté, que ce soit nous, artisans, et puis nos fournisseurs, aussi arriver à faire ce que les coûts soient vraiment acceptables. Ils le sont déjà, on fait parfois, et puis dans les coûts, il faut savoir ce qu'on prend. Il y a le coût des travaux, mais il y a le coût aussi à moyen terme, voire à court terme sur l'usage. Et là, il faudrait vraiment qu'on pose notre réflexion peut-être un petit peu différemment de ce qu'elle se fait habituellement sur le moment de la facture travaux, quoi. D'accord. Madame la sénatrice, oui. Alors, une manière d'y parvenir, c'est par exemple de majorer les subventions qui sont accordées par les collectivités territoriales si en fait on utilise des matériaux biosourcés, géosourcés ou alors des techniques traditionnelles. En tout cas, c'est ce que nous faisons, nous, à la collectivité européenne d'Alsace, avec des subventions qui s'élèvent à 20% du montant des travaux, plafonnées de manière différente et majorées en fait lorsque ces techniques sont utilisées. J'étais la semaine dernière à une réunion avec les granitiers bretons, puisque moi je suis de Bretagne, qui cherchent évidemment à ce que le granit breton soit utilisé au moins en région et au-delà. Et en fait, ils ont fait par la cellule économique de Bretagne une étude sur le coût réel du matériau. Évidemment, la comparaison, c'était avec des granites chinois et des granites ibériques. Et sur le coût au mètre carré, bien évidemment, c'est difficile à défendre, mais quand on prend toutes les incidences du coût d'un matériau de transport et toute la chaîne du travail qui est localisée en France, qui disparaît et qui du coup rapporte aussi de l'argent aux collectivités et à la nation, en fait on s'apercevait que les coûts étaient tout à fait acceptables, voire même plutôt à la faveur du granit breton. Avoir une vision générale, une vision globale en fait sur les travaux. Eh bien merci à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler de ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette table ronde. On vous retrouve très vite pour la prochaine avec encore de nombreux sujets. Restez connectés avec nous. Merci.